Donc aujourd'hui, nous allons faire la correction du contrôle du 15 janvier 2015 d'analyse numérique. Nous allons donc vous présenter les questions et puis nous allons voir comment on peut les aborder et essayer en même temps de discuter autour un peu des questions, c'est-à-dire que nous allons aller un petit peu au-delà de simples réponses. Notre objectif est d'une part de familiariser les étudiants avec le raisonnement mathématique, avec le raisonnement logique, mais en même temps de montrer que pour répondre à une question, l'étudiant devrait souvent opérer un certain recul par rapport à la question pour mieux l'aborder. Nous allons aussi profiter, quand l'occasion s'y prête, nous allons donc profiter aussi des possibilités de montrer que parfois répondre à une question d'analyse numérique doit avoir comme préalable une analyse tout court, c'est-à-dire des mathématiques théoriques et du raisonnement qu'on peut voir dans d'autres modules. Donc nous avons la fonction f de x égale à x exponentielle de x moins cos de x. Et nous voulons montrer que cette fonction ne peut pas s'annuler, donc ne s'annule pas sur 1 plus l'infini. Donc pour répondre à cette question, il faut voir un petit peu comment est faite notre fonction. Nous savons que la fonction cosinus de x, en général, elle oscille entre moins 1 et 1, que l'exponentielle de x d'une manière générale, est une fonction qui augmente rapidement pour les x positifs. Donc on peut s'attendre à ce que x multiplié par exponentielle de x devient rapidement suffisamment grand, très grand par rapport à cosinus de x. Mais la démonstration, bien sûr, il faut l'écrire. Donc pour x supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire pour x qui se situe dans cet intervalle, 1 plus l'infini, on sait que exponentielle de x est supérieure ou égale à exponentielle de 1. C'est évident, on peut dire aussi que la fonction exponentielle x est une fonction croissante, strictement croissante, donc c'est évident. Et bien sûr, pour x supérieur ou égal à 1, x est supérieur ou égal à 1. Donc, en particulier, x exponentielle x est supérieur ou égal à x exponentielle de 1 qui est lui aussi supérieur ou égal à exponentielle 1, disons 1 multiplié par
par ça. Pourquoi? Parce que x est plus grand que 1. Donc x exponentielle 1 est supérieur ou égal à ça. Et ça, bien sûr, c'est tout simplement le e, qui est égal à 2, donc, ceci montre que f de x, qui est égal à x exponentielle, excusez-moi, qui est égal à x exponentielle de x moins cos de x, elle est supérieure ou égale, on remplace cette partie par e, moins cosinus de x. On sait aussi que cosinus de x, quel que soit x, est compris entre moins 1 et 1. Donc x exponentielle x moins cosinus de x est supérieur ou égal à e moins cosinus x. Or, cosinus x est compris entre moins 1 et 1, donc ceci est strictement positif. Donc, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, c'est une question facile, même si je l'ai un petit peu détaillée, peut-être un peu trop détaillée. Donc, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à 0. Donc, pour dire tout simplement, pour répondre à la question, qui dit que f ne s'annule pas, puisqu'elle est toujours strictement plus grande que 0. Donc, elle ne s'annule pas sur l'intervalle 1 plus l'infini. On passe donc à la deuxième question, qui est donc de déduire de la question précédente que f de x, que f, la fonction f, admet une solution ou bien une racine unique sur l'intervalle 0 plus l'infini. Tout d'abord, bien sûr, il faut se rappeler qu'on vient de démontrer que la fonction f ne s'annule pas sur 1 plus l'infini. Donc si f s'annule quelque part ici, il va s'annuler sur, donc d'après la question précédente, il va s'annuler sur 0, 1. Donc d'après la question précédente, si x étoile est racine de f, alors x étoile doit appartenir obligatoirement à l'intervalle 0, 1. Ouvert ou fermé. Bien sûr, on sait que 1 n'est pas racine, parce que 1, il appartient à cet intervalle. Et on avait dit que f, sur cet intervalle, elle est strictement plus grande que 0. Donc, si f admet une racine, la racine doit appartenir à l'intervalle 0, 1. Maintenant, nous allons essayer de voir est-ce que f admet une racine. Pour cela, on va calculer f de 0. F de 0, c'est tout simplement moins cos de 0, donc c'est moins 1. F de 1, qui est égal à E moins cosinus de 1 donc il est égal à 2, j'ai déjà fait le calcul, donc égal à 2,178. Donc ici j'attire l'attention des étudiants sur le fait que lorsque j'écris cosinus de 1, si jamais un étudiant utilise les calculatrices, il ne faut pas prendre le 1 en utilisant les unités, l'unité degrés. D'accord? La fonction cosinus, il opère sur des nombres, et si j'utilise ma calculatrice, je dois bien sûr choisir le radian comme unité de mesure. Donc f de 1 égale à E moins cosinus de 1 égale à 2,178.
178 qui est strictement positif et f de 0 égale à moins 1 strictement négatif. Donc f de 0 fois f de 1 est strictement négatif. Donc f change de signe sur l'intervalle 0,1. F est continu sur 0,1. C'est évident, on ne va pas détailler cette réponse. Est continue parce que c'est la somme de fonctions continues. Donc est continue sur 0,1. F continue sur 0,1, f change de signe sur l'intervalle 0,1 implique automatiquement que f possède une racine sur l'intervalle 0,1. Donc f possède une racine sur 0,1. Donc f admet une racine. Le x étoile existe. Ici, on a dit si x étoile est racine de f, alors il doit appartenir à cet intervalle. Ici, on a démontré que, justement, donc f admet une racine qu'on peut noter x étoile. Donc la racine de f se trouve sur l'intervalle 0,1. Mais dans la question, on nous demande de montrer que la racine est unique. Nous, on a montré que f admet une racine. Il faut maintenant démontrer qu'elle est unique. Dans beaucoup de copies, quand j'ai fait la correction, les étudiants essayent de montrer que f est monotone, ou bien que f est croissante, pour dire que f donc admet une racine unique. Mais en réalité, le fait que f soit monotone ne justifie pas l'unicité de la racine. Il faut montrer que f est strictement monotone. F est strictement monotone, pas monotone, pas croissante ou décroissante, mais strictement croissante ou strictement décroissante. Parce qu'on peut très facilement montrer que la fonction, je vais l'appeler g de x égale à 0 par exemple, sur 0,1, c'est une fonction croissante, mais qui n'admet pas une seule racine. Au contraire, il admet tout l'intervalle 0,1 comme des éléments, donc des x racines, des éléments racines de la fonction g. Donc, une fonction, pour qu'elle ait une racine unique, donc pour qu'une fonction ait une racine unique, si je veux me baser sur la monotonie, il faut que je démontre que la fonction est strictement monotone. Ceci dit, bien sûr, je peux avoir une fonction qui n'est pas strictement monotone et qui admet aussi une racine unique. D'accord, beaucoup d'exemples. Par exemple, puisqu'on en parle, si je prends la fonction que je vais appeler h de x, qui est égale à x carré, sur l'intervalle, par exemple, moins 1, 1, c'est une fonction, c'est la parabole, donc sur moins 1, 1, donc voilà, cette fonction, elle admet une racine unique. Donc la fonction h admet une racine unique sur l'intervalle moins 1, 1, mais elle n'est pas monotone. C'est-à-dire qu'elle n'est pas strictement monotone, elle n'est même pas monotone. Donc l'unicité d'une racine n'est pas obligatoirement conséquence de la monotonie de f. Mais dans beaucoup de cas, on peut espérer que si pour démontrer qu'une fonction admet une racine unique, on peut espérer que la monotonie nous aide à le démontrer. C'est en tout cas le cas ici. F de x égale x exponentielle x moins cos de x. Nous sommes sur l'intervalle 0,1. Nous allons démontrer que sur cet intervalle, f est strictement monotone. Comment? Il suffit de calculer f' de x qui est égal à x exponentielle x plus exponentielle x moins cos de x qui est égal à 1 plus x exponentielle x moins cosinus de x. Nous nous trouvons sur l'intervalle
0,1. C'est toujours intéressant quand j'utilise le cosinus, le sinus, la tangente, l'arctangente, d'avoir aussi une vision un petit peu géométrique de ce qui se passe, pour contrôler l'objet, pour contrôler ce que je suis en train de faire. Donc, je me trouve où? Je me trouve sur l'intervalle 0,1, c'est-à-dire d'ici, donc 0, jusqu'à 1, jusqu'à à peu près ici. Le cosinus de tous ces nombres, il est positif. Il est positif. La fonction cosinus, donc cosinus de 0 égale 1, et puis il diminue jusqu'à arriver à 0. Il est décroissante sur 0, pi sur 2. C'est de simples remarques. On ne va pas les utiliser parce que le problème posé est beaucoup plus simple. Mais nous allons les utiliser dans d'autres questions qui vont venir. Donc il faut toujours garder à l'esprit que quand j'utilise la trigonométrie, c'est très lié à la géométrie, et pour contrôler ce que je suis en train de faire, il est parfois intéressant de dessiner, d'essayer de voir ce qui se passe. Mais donc on revient à notre fonction. Donc f', la dérivée de f, bon, j'ai écrit f', f est dérivable, c'est évident. Donc f' de x égale 1 plus x exponentielle x moins cosinus de x. Le cosinus de x sur l'intervalle 0, 1, donc est plus petit, donc cette partie, donc sur 0, 1, cosinus de x est plus petit strictement que 1. Excusez-moi, inférieur ou égal à 1. Parce que cosinus de 0 égale à 1. Donc, 1 plus x, c'est évident, c'est supérieur ou égal à 1. Exponentielle x, comment elle est? Elle est supérieure ou égale à 1 aussi. Mais on peut aussi remarquer une chose, c'est que f' de 0 est égale à combien? Elle est égale à 0. Parce que c'est 1 plus 0 exponentielle de 0 moins cosinus de 0. Mais, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1, f' de x est égal à 1 plus x exponentielle x moins cosinus de x. Vérifie que le cosinus de x, puisque le 0, il n'est pas dans cet intervalle ouvert, est strictement, celui-ci est plus petit que 1. Et ça, c'est strictement plus grand que 1, parce que 1 plus x est strictement plus grand que 1, et aussi exponentielle x, puisque x est plus grand que 1, que 0, et que l'exponentielle de x est une fonction strictement croissante. Donc ceci est strictement plus grand que 0. Donc nous avons une fonction f' qui est strictement plus grande que 0, strictement positive, donc sur l'intervalle 0, 1. Ça veut dire que la fonction est strictement croissante. Donc 0 et 1 ne sont pas racines de la fonction, la racine se trouve au milieu, et puis sur l'intervalle ouvert 0, 1, f est strictement croissante, ça veut dire que la racine est unique. On ne peut pas avoir deux points dans cet intervalle qui soient tous les deux racines de f. Donc f est strictement croissante. Il ne faut pas oublier strictement, il ne faut pas oublier ici le strictement positif. Donc f' est strictement positif, il ne faut pas mettre supérieur ou égal parce qu'on n'aura pas forcément comme conséquence que f est strictement croissante si on a ici supérieur ou égal. C'est la raison pour laquelle, de toute manière, on a choisi de ne pas
garder le 0 et le 1 sur cet intervalle, en particulier le 0. Parce que pour 0, nous avons f' de 0 égale à 0. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle 0, 1. Et la racine, ou bien si jamais x étoile est racine de f, elle appartient à cet intervalle. Donc sur cet intervalle, je ne peux pas avoir de racine, mais uniquement une seule racine. Donc, la racine de f est unique sur l'intervalle 0, 1 ouvert. Mais comme 0 et 1 ne sont pas racines, et comme sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc d'après la première question, f ne s'annule pas, donc d'après la question précédente, f admet une racine unique. Donc on a démontré l'unicité sur 0, 1, bien sûr, mais aussi sur 0 plus l'infini, parce que 1 plus l'infini ne contient pas de racine de f. Nous passons donc à la question suivante. Nous allons utiliser la méthode de dichotomie pour calculer la racine qu'on a démontré l'existence, dont on a démontré l'existence. Donc la méthode de dichotomie, on a vu ça dans le cours. Donc la méthode de dichotomie, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Donc elle prend l'intervalle, dans notre cas on va prendre l'intervalle 0, 1, et nous allons donc le diviser jusqu'à satisfaire une précision donnée. La précision qui nous est demandée dans la question, la précision demandée est 10 à la puissance moins 2. Donc utiliser la méthode de dichotomie. Pour utiliser la méthode de dichotomie, nous allons construire un tableau. C'est une manière de présenter donc la méthode, mais on peut avoir d'autres manières. I, l'itération, le AI, puis le F de AI, le BI, le F de BI, le F de AI, le BI, le F de BI, le CI, le F de CI, et puis l'erreur à l'itération I. À l'itération 0, AI est égal à 0, puisqu'on va prendre l'intervalle 0,1. Donc on va prendre l'intervalle 0,1. Donc voilà, nous prenons l'intervalle 0,1. Donc BI c'est moins 1. Donc BI, B0 puisqu'on est à l'itération 0 c'est 1. Donc on prend l'intervalle 0,1. Et puis nous allons prendre le milieu de l'intervalle, c'est-à-dire 0,5. Donc A0 et F de A0, B0, F de B0 qui est égal, on l'a déjà écrit, 2,178, 0,5 et puis F de 0,5, c'est moins 0,0532. L'erreur, c'est quoi? L'erreur, c'est nous avons donc C0 qui est là, et nous allons considérer que C0 est la racine à l'itération 0, l'approximation de la racine à l'itération 0. Donc, comme la racine se trouve quelque part ici, l'erreur maximale possible, c'est quoi? C'est cette distance, bien sûr, qui est égale à celle-là. Ça veut dire c'est BI. Ça c'est B0 pour le moment, A0. Donc à l'itération 0, l'erreur c'est B0 moins A0 divisé par 2. C'est la moitié de cet intervalle qui est égal tout simplement à 0,5. F de C0 est négative. Donc l'image de C0 est négative. L'image de A0 est négative.
nous, on doit prendre un intervalle dans lequel nous avons les deux extrémités en des signes opposés. F prend donc un signe opposé à l'extrémité de l'intervalle. Donc nous allons prendre le C qui est là. Il va jouer le rôle de A à l'itération 1, donc 0,5. Et puis le B ne va pas changer. Donc c'est toujours 1. Donc comme F de C0 est strictement négatif et que comme f de A0 est strictement négatif et f de B0 est strictement positif, on va diviser l'intervalle par 2 et nous allons prendre C0, B0 comme nouveau intervalle. Et dans ce nouvel intervalle, nous allons considérer que A1, ça va être donc le A, la première extrémité de l'intervalle à l'itération suivante, 1. Donc A1 égale à C0 et B1 égale à 1 égale à B0. Ça veut dire que la méthode de dichotomie va nous permettre de travailler sur cet intervalle. Donc nous continuons donc les itérations pour avoir bien sûr tout l'intervalle que je vais donc vous afficher, et donc bien sûr on ne va pas passer notre temps à faire les calculs ici. Donc la question suivante est d'évaluer le coût de la méthode de dichotomie. Le coût d'une méthode numérique, quand on essaie de résoudre le coût de la méthode de dichotomie est représenté par le nombre de fois où f est calculé. Donc le coût d'une méthode numérique, lorsqu'on cherche à trouver la racine de f de x, donc le coût d'une méthode numérique, c'est le nombre de fois où on calcule f. Bien sûr, on sait très bien que le coût, c'est en quelque sorte le temps qui va s'écouler pour que la méthode me donne la racine. Mais on sait que l'essentiel du temps de calcul va être occupé par l'évaluation de f de x. Pourquoi? Parce que les fonctions f que nous rencontrons en ingénierie dans les cas pratiques, dans la météo, dans le calcul des structures, dans les calculs financiers, la fonction f est quelque chose de très compliqué, de très complexe. Et par exemple, si j'utilise la méthode de dichotomie où j'évalue f de A et puis je calcule f de B et puis je vérifie est-ce que f de A fois f de B est strictement négatif, ou bien après je calcule aussi f de A et f de C et je vérifie est-ce que c'est négatif, et puis je calcule par exemple le AI plus 1 qui est égal à AI plus le CI plus 1, qui est égal à I plus BI sur 2. Bien sûr, dans ce calcul, il y a des comparaisons, il y a des additions, il y a une division, etc. Mais tout ça devient négligeable devant F, devant le nombre d'opérations qui se trouvent dans F. F, en général, dans la plupart des cas réels, concrets, F est quelque chose de très compliqué, Et dans le plus souvent, on n'a pas une expression mathématique de f. F, pour la calculer, fait des gymnastiques incroyables. Puis f, c'est pas forcément dans les cas réels, f n'est pas une fonction à variable réelle et n'est pas une fonction à valeur dans R. C'est pour ça, pour nous, le coût de la méthode, on le
on le représente par le nombre de fois où on évalue la fonction f. Et bien sûr, le tableau nous montre que f est évalué dans le cas de la méthode de dichotomie 8 fois. Donc 3 fois au départ, et puis une fois pour chaque itération, et aucune fois à la fin, donc à l'itération 6. Maintenant, nous allons voir comment je peux utiliser la méthode de la séquente pour calculer une racine, ou bien la racine de f sur l'intervalle 0,1. Donc, méthode de la séquente. Qu'est-ce qu'on fait dans cette méthode? On se donne. Donc, on se donne x0 et x1 suffisamment voisins de la racine. Mais si je ne connais pas la racine, donc sur l'intervalle 0,1, on peut se donner 2 points. Dans notre cas, on va prendre par exemple x0 égale à 0 et x1 égale à 0,5. La méthode de la séquence, dans la méthode de la séquence telle que nous l'avons présentée, on n'est pas obligé d'avoir la racine au milieu de l'intervalle x0, x1. Ou bien dans l'intervalle x0, x1. C'est-à-dire la racine, ça peut être dans l'intervalle x0, x1, comme elle peut être ailleurs, en dehors de l'intervalle x0, x1. Certains étudiants, malheureusement, ont dit que du fait qu'on a pris x0 égale à 0 et x1 égale à 0,5 et que dans un autre exercice, ils ont dit que comme f de 0 fois f de 0,5 ne change pas de signe, et donc on ne doit pas, donc l'énoncé est faux. Bon, c'est regrettable. Mais avec la méthode de la séquente, on n'est pas obligé d'avoir la racine entre x0 et x1. Les deux valeurs qu'on donne au départ doivent être proches de la racine. La racine, il peut être là, le x étoile que nous recherchons, comme il peut être là, il peut être n'importe où. Mais l'essentiel, il faut tout faire, il faut analyser le problème au départ de manière à ce que le x étoile soit le plus voisin possible de x0 et de x1. Il faut choisir x0 et x1 de manière à ce que le x étoile soit très proche de ces 2 points. Et ceci, bien sûr, c'est la tâche quand on a à résoudre un problème, la personne qui va utiliser le logiciel ou le programme, normalement, c'est une personne compétente. Il ne va pas laisser tout le travail à l'ordinateur. Elle a déjà une compétence, une certaine expertise qui va lui permettre de pouvoir déterminer un voisinage où la racine se trouve. Donc la méthode de la séquente est représentée par le tableau suivant, dans lequel nous allons, bien sûr, à chaque fois pour passer de x, par exemple pour calculer x2, xi plus 1, elle est égale à xi moins f de xi moins xi moins 1 sur f de xi moins f de xi moins 1. Donc c'est ça la formule qui me permet de passer par exemple à x2 à partir de x1 et de x0. Et puis à x3 à partir de x2 et de x1. À chaque fois, j'ai 2 estimations de la racine et je calcule la troisième. Donc, on a déjà fait les calculs. On va les présenter dans le tableau suivant. Donc, l'itération i. À l'itération 0, on a dit que nous allons prendre xi et puis xi plus 1 et puis f de xi
f de xi plus 1 et l'erreur à l'itération i. Pour le moment, nous considérons que l'erreur, c'est tout simplement la différence entre xi plus 1 et xi. Sachant que, normalement, dans la réalité, on fait des choses un peu plus complexes, comme on l'a vu dans le cours, c'est-à-dire qu'il faut utiliser une erreur relative, par exemple, xi plus 1 moins xi sur valeur absolue de xi. Bien sûr, il faut que xi ne soit pas égal à 0. Donc, mais on va simplifier, on ne cherche pas la perfection, on cherche à nous introduire dans l'analyse numérique, mais bien sûr, quand on va évoluer un petit peu dans d'autres contextes, il faudrait que, bien sûr, on soit beaucoup plus rigoureux. Donc, à l'itération 0, on s'est donné x0 égale à 0, x1 égale à 0,5. On a déjà vu que f de 0 c'est moins 1, moins 0,0, on l'a déjà vu lorsqu'on a calculé le f du milieu, f de c 0 dans la méthode dichotomie, 3, 2. Remarquez ici, je prends 1, 2, 3, 4 chiffres après la virgule parce que la précision demandée est de 10 à la puissance moins 3. Lorsque quelqu'un me demande de faire des calculs à une précision de 10 à la puissance moins 3, ça veut dire que pour lui, tout ce qui est plus petit que 10 à la puissance moins 3 est négligeable. Donc, 0,000. Donc, les 3 zéros qui sont là, il faut les maintenir. Les nombres qui sont là, il faut les maintenir. Par exemple, 0,001 qui est égal à 10 à la puissance moins 3. Donc, tous les nombres qui sont plus petits que ce nombre, que celui-ci, sont négligeables. Quand on me demande de faire des calculs à une précision de 10 à la puissance moins 3, ça veut dire que je peux négliger tout ce qui est plus petit que 10 à la puissance moins 3. C'est-à-dire, je peux négliger tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à ça. Donc à 0,09 ou 7, d'accord. Ça veut dire que je peux négliger tout ce qui se trouve ici. Donc je garde 4 chiffres après la virgule parce que je ne peux pas. Donc je néglige tout ce qui vient après le quatrième chiffre. Je garde le quatrième parce que ça me donne une idée de. Ça peut être 9, ça peut être 7, d'accord. Donc je garde les 3 sont significatifs et celui-ci me permet de garder une certaine précision. C'est une convention que j'adopte. Donc il n'est pas obligatoire pour moi, je ne suis pas obligé de garder tous les chiffres qui vont venir, sauf dans des cas particuliers. Si par exemple j'ai 0,0001, je ne vais pas prendre 0, je peux garder tout le nombre, surtout si j'ai à diviser par ce nombre. D'accord, donc la méthode de la séquente, je garde 4 chiffres après la virgule parce que pour moi 10 à la puissance moins 3 est la précision requise. L'itération suivante, dans l'itération suivante, je vais prendre le x1 qui va venir ici. L'erreur ici, c'est quoi? On a dit que c'est la différence entre les deux, donc c'est 0,5. Ce qui nous intéresse dans une erreur, c'est la valeur absolue de l'erreur. Mais bon, ici, on peut calculer la différence. Quand on programme, bien sûr, on peut prendre la valeur absolue et voir est-ce que c'est plus petit que 10 à la puissance moins 3 ou pas. À l'itération suivante, donc je calcule avec la formule de la méthode de la séquente le xi plus 1 qui est 0,5281 et puis l'image de 0,5 qui est tout simplement parce que le xi ici c'était le x i moins 1 avant, ou bien le xi plus 1 ici. Voilà, donc ce qui était ici x1, je le ramène ici. Dans la méthode de la séquence, on commence par x0, x1, et puis x1, x2, et puis x2, x3, etc. Donc à chaque fois, ça c'est xi et ça c'est xi plus 1. Et en utilisant les deux, je peux trouver le suivant. Et bien sûr tout le tableau, donc vous pouvez l'avoir.
Là aussi, quand je m'intéresse au coût de la méthode de la séquente, je regarde combien de fois je calcule f. Bien sûr, dans la première ligne, j'ai calculé ici f de x0 et ici f de x1, mais à la deuxième itération, la deuxième ligne, le f de x1, je le mets ici. Donc 0, 0, 5, 3, 2. Je prends ça et je le mets ici. Je ne le recalcule pas, mais je calcule f de x2. f2, d'accord. Ici, c'est x2. Donc le nombre de fois où f est calculé est égal à 4. Donc le coût de la méthode, c'est nombre de fois où f est calculé. Et ce coût, c'est 4. On utilise de la même manière la méthode de Newton aussi pour trouver la racine de f sur l'intervalle 0,1. Dans la méthode de Newton, on se donne x0 donné. Donc la valeur de x0, la première estimation de la racine, la première approximation de la racine de f, bien sûr, ce n'est pas l'ordinateur qui va la donner, c'est l'expert, le monsieur qui cherche la racine, mais qui a une certaine expertise, donc il peut donner une première estimation. Le x0 doit être voisin de x étoile. X étoile est inconnu, mais normalement, en tant que mathématicien, en tant qu'ingénieur, si je veux résoudre un problème où je dois calculer la racine d'une fonction, j'ai une certaine expertise qui me permet de délimiter la zone où est possible de trouver la racine. Nous, on a dit déjà que ça se trouve dans l'intervalle 0,1. On peut toujours réduire l'intervalle 0,1, au moins en utilisant la méthode de dichotomie. On divise, on regarde le signe de 0,5 et on réduit la taille de l'intervalle. Mais d'une manière générale, je dois pouvoir donner une première estimation x0 parce que je suis quelqu'un qui peut faire de l'analyse, analyser le problème pour donc proposer une première estimation. Donc le x0 est donné par l'utilisateur, par le monsieur qui veut chercher la racine. Dans notre cas, on a donné le x0 aux étudiants pour avoir des résultats un petit peu semblables et pour simplifier les choses. Donc le x0 que nous avons donné est égal à 1. La méthode de dichotomie nous permet à partir de x0 de calculer x1, et puis à partir de x1 de calculer x2, et puis à partir de x2 de calculer x3, et ainsi de suite, avec une condition d'arrêt qui est, comme pour la méthode de la séquence, que l'erreur à l'itération i, qui est égale, ou bien à l'itération i plus 1, qui est égale à xi plus 1 moins xi, soit plus petite que 10 à la puissance moins 3. 10 à la puissance moins 3 étant la précision demandée. Comme j'ai dit, en toute rigueur, il faut utiliser une erreur relative. Donc on peut par exemple diviser par 1 plus xi, si vous voulez, ou bien par valeur absolue xi. Mais tout ça, on va pas s'y attarder. Donc pour simplifier, on va prendre la formule que vous voyez ici, sachant qu'après on peut améliorer les choses. Ce qui nous permet de passer de x0 à x1, de x1 à x2, etc., c'est la formule suivante: xi plus 1 est égal à xi moins f de xi sur f' de xi. Donc dans la méthode de Newton, il y a deux choses à craindre. La première, c'est
est-ce que je peux calculer facilement la dérivée de f? Parce que j'ai ici à diviser par f'. La deuxième chose, est-ce que f' de xi ne risque pas de s'annuler? D'accord? Donc il faut espérer que les choses aillent bien et que je peux calculer f' et que d'autre part je travaille dans un voisinage de la racine dans lequel f' ne s'annule pas. Mais sinon, si par malheur on tombe dans une de ces deux situations, il faudrait que soit je redéfinis l'intervalle, je choisis un autre point de départ x0, soit parfois de changer de méthode et de revenir à la méthode de la séquente ou de dichotomie. Donc de la même manière ici, on peut construire le tableau qui me donne les solutions, donc l'itération. L'itération 0, je me donne xi, je calcule f de xi, je calcule f' de xi, et je calcule xi plus 1 en utilisant les deux valeurs, et puis je calcule l'erreur à l'itération i plus 1 qui est égale donc à xi plus 1 moins xi, donc égal à xi plus 1 moins xi aux valeurs absolues. Donc, en commençant par x0 égale à 1, nous avons 2,178, et puis la dérivée c'est 5,4366, et puis 0,5994 xi plus 1 donné par cette formule. Je garde toujours 4 chiffres après la virgule parce que la précision qui m'est demandée est 10 à la puissance moins 3. Si on me demande 10 à la puissance moins 2, je vais garder 3 chiffres après la virgule. Si on me demande 10 à la puissance moins 4, je prendrai 5 chiffres après la virgule pour garder une petite marge. L'erreur c'est moins 0,4 62. Évidemment, je m'arrête lorsque xi plus 1 moins xi devient très petit. Et c'est d'une certaine manière un peu logique. Parce que x3 va me donner x4, etc. Si à un moment donné, le x4 me donne quelque chose qui est presque égal à x4, c'est-à-dire le x5 est presque égal à x4. Quand je dis presque, ça veut dire que la différence est négligeable. Et quand je dis que la différence est négligeable, ça veut dire que supposons que x5 moins x4 est plus petit que 10 à la puissance moins 3, qui est la précision demandée. Ça veut dire que pour moi, tout ce qui est plus petit que 10 à la puissance moins 3, ça veut dire que ceci est à peu près égal à 0. Parce que dire que quelque chose est négligeable, ça veut dire que pour moi, je considère que c'est presque égal à 0. Si la différence entre x4 et x5 est presque égale à 0, ça veut dire que, regardez, ici j'ai le x4 moins f de x4 sur juste le f de x4 divisé par f' de x4 qui me donne x5. Mais le x4 et le x5 c'est à peu près la même chose. Donc quand je vais calculer le x6 qui est égal à x5 moins f de x5 sur f' de x5, le x5 c'est presque égal à x4. Donc c'est presque égal à x4 parce que la différence est négligeable. Ça veut dire que le x6 ça va être égal au x5. Parce que le x5 c'est ça et le x6 c'est ce qui était avant. Finalement ça veut dire que je ne vais plus bouger, que le x4 ça va me donner x5 et le x5 ça va me donner aussi x4 et que je vais rester. Donc ça veut dire que la méthode n'évolue plus, ça veut dire que j'ai atteint la racine. Donc je m'arrête et je me dis que voilà, j'ai atteint la racine. D'habitude, quand je converge, converger veut dire que j'ai arrivé à la racine, j'ai réalisé la précision demandée, c'est ça converger. Quand je converge, ce qui n'est pas toujours possible, ce qui n'est pas toujours réalisable, parfois on peut ne pas converger. On peut utiliser la méthode de Newton et ne pas converger, c'est possible. J'ai donné deux cas déjà, si f' s'annule, si
Donc f' est difficile à calculer, mais ça c'est... Je parle de difficulté quand je dis que f' est difficile à calculer. Donc quand on converge, normalement, comme j'ai dit, le xi plus 1 moins xi en valeur absolue plus petit que 10 à la puissance moins 3, donc je dis que j'ai convergé, que j'ai obtenu donc la racine, donc je prends le xi plus 1 comme étant la racine, une approximation de la racine approchée. Voilà. Donc, quand il y a convergence, je prends le xi plus 1 comme étant la racine approchée. Le coût de la méthode de Newton est évalué lui aussi au nombre de fois où je calcule f et f'. Donc le coût est évalué au nombre de fois où je calcule f et f'. Sachant que, d'une manière générale, le calcul de f est plus coûteux. Mais pour simplifier, on va supposer que f et f' ont le même coût. En général, dans la pratique, quand je suis devant des problèmes concrets, on n'a pas une expression de f. On n'a pas, dans les cas réels, on n'a pas une expression en fonction donc élémentaire de f. F n'est pas égal à cosinus de x exponentielle ou x exponentielle, non, moins, etc. Non, c'est des fonctions très complexes et très difficiles donc à écrire et à définir. Et donc, dériver une fonction f est beaucoup plus compliqué. Et on procède par des dérivations approchées en disant par exemple que f' de x c'est f de x plus un h qu'il faut choisir et qu'il faut choisir par rapport à x moins f de x sur h. Il faut choisir le h suffisamment petit. À choisir. Dans les cas concrets, calculer la dérivée d'une fonction est quelque chose de très compliqué et qu'il faudrait étudier dans le contexte dans lequel nous allons nous trouver, donc dans le cas que nous étudions. Donc finalement, le calcul de f revient à calculer, de f' revient à calculer f, parce que c'est f de x plus h moins f de x sur h. Le f dans la méthode de Newton est déjà calculé, donc il nous reste à calculer un f de x plus h. Ça veut dire que si je fais ça, alors f' c'est finalement calcul de f de x plus h. Donc calculer f' revient à calculer f. Vous savez que calcul de f et de f', c'est un petit peu la même chose. Mais bien sûr, quand j'utilise cette technique, ce n'est plus la méthode de Newton. C'est quelque chose de proche de la méthode de Newton. Ce n'est plus la méthode de Newton parce que je n'ai pas la dérivée. Je ne calcule pas la dérivée. Donc la question suivante est de, bien sûr, le coût de la méthode de Newton, on vérifie que f est calculé 4 fois et f' est calculé aussi 4 fois. Donc on peut considérer que c'est calcul de f 8 fois, pour simplifier. La question suivante est de montrer que f admet une infinité de racines sur moins l'infini 0.
On a démontré que f admet une seule racine sur 0 plus l'infini. Nous allons essayer de démontrer que f admet une infinité de racines sur moins l'infini 0. C'est une question à laquelle aucun étudiant n'a répondu et je l'ai placé ici exprès pour qu'il ne soit pas au début, sinon il aurait pu bloquer les étudiants. Quoique je suis satisfait des réponses des étudiants d'une manière générale, cela montre qu'ils ont des difficultés à chaque fois qu'ils doivent raisonner, ils doivent un petit peu penser les choses. Et ils sont beaucoup plus à l'aise quand ils ont à faire des calculs. Et surtout lorsque ces calculs ne sont pas compliqués et ne sont pas longs. Nous allons donc essayer de réfléchir, de voir un petit peu comment je peux répondre à cette question. Mais tout d'abord, l'expression de f c'est quoi? F de x, c'est x exponentielle de x moins cosinus de x. Je veux démontrer que f admet une infinité de racines sur moins l'infini 0. Pour cela, je vais commencer par remarquer un certain nombre de choses. Le x exponentielle x, c'est une fonction qui, lorsque x devient très petit dans le sens, lorsqu'elle tend vers moins l'infini, pas petit en valeur absolue. Donc, lorsque x devient tend vers plus l'infini, je sais que x exponentielle x tend vers 0. Donc, je peux, parce que le exponentiel de x, lorsque x tend vers l'infini, il tend vers 0, il tend vers 0 de manière beaucoup plus rapide que la manière dont tend x vers moins l'infini. Donc, je vais essayer de dessiner la courbe. Et le cosinus, c'est une sinusoïde. Donc, je sais que le cosinus, c'est une fonction qui va faire quelque chose comme ça. Il va continuer avec la même amplitude, Donc il va changer, donc il va faire comme ça jusqu'à le cosinus, il fait ça. Le x exponentiel x, pour x égale à 0, elle est égale à 0, donc il est là. Avant, il est il va dans ce sens, il augmente d'une manière exponentielle, le x exponentiel de x. Donc je vais utiliser une autre couleur. Donc le x exponentiel x est négatif et elle va tendre vers 0. Disons pour moins 1, j'aurai moins exponentielle moins 1. Donc finalement c'est moins 1 sur e. Donc c'est à peu près, disons, quelque part ici, supposons que ça c'est 1, donc il sera quelque part ici, pour 1, donc on s'annule un pi sur 2, bon les échelles ne sont pas respectées, mais c'est pas grave, on veut uniquement avoir donc une idée. L'essentiel est que cette fonction, elle va tendre vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Donc la fonction x exponentielle x, elle va tendre vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Et le fait qu'elle va tendre vers 0 lorsque x tend vers l'infini montre qu'elle va rencontrer la sinusoïde, la fonction cosinus de x, elle va la rencontrer une infinité de fois, parce que l'autre, il va continuer à osciller et l'autre, il va aller au voisinage de l'axe des x, donc il va la rencontrer une infinité de fois. Donc ça, c'est une observation que nous pouvons faire. Reste à faire la démonstration de ça. Comment je peux faire la démonstration? Tout simplement, toujours, je vais la faire tout d'abord géométriquement. Je m'intéresse à cosinus de x. Et je vais redessiner pour expliquer une chose et puis je vais effacer.
Voilà, je suis un mauvais dessinateur, comme s'il s'agit de... D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est que je sais que x exponentielle de x, déjà pour moins 1, donc si je prends cette fonction pour moins 1, on a dit que c'est moins 1 sur e, il est égal à 1. Très petit, plus petit que 1 en valeur absolue. En valeur absolue, il est plus petit que 1. Elle est négative, ça veut dire qu'elle est quelque part ici. Donc, ici, parce que ça c'est moins 1, ça c'est 1. Le cosinus, il oscille entre moins 1 et 1, entre 1, moins 1, 1, moins 1, etc. Je sais que sur l'intervalle, si je prends l'intervalle 0, ou plutôt, si je prends l'intervalle moins pi, 0. Le cosinus en moins pi, toujours la géométrie, moins pi c'est ça, donc c'est exactement comme pi, donc le cosinus, il est égal à moins 1. Cosinus de moins pi égal à moins 1. Et cosinus de 0, elle est égal à 1. Donc je sais que sur l'intervalle moins pi 0, le cosinus va de 1 jusqu'à moins 1. Moins pi, elle est là. Ça, c'est moins pi. Donc 0, elle est là. Donc de 0 jusqu'à moins pi, je fais ce chemin. La fonction cosinus fait ce chemin entre 0 et moins pi. Sur l'intervalle moins pi 0, la fonction f, donc x exponentielle x, donc qu'est-ce qu'elle il sera sur l'intervalle 0, moins 1. Comme il est continu, donc il commence ici, et il va donc être ici, il sera égal à moins pi exponentielle de moins pi tout simplement. Ça veut dire c'est moins pi sur exponentielle de pi. C'est évidemment plus petit que 1 et ça va être quelque part ici. Et pour venir ici, il doit rencontrer la fonction cosinus de x. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça, c'est bien sûr c'est l'observation qu'on va faire. Mais mathématiquement, qu'est-ce qu'on va dire? On va à chaque fois prendre l'intervalle 0 moins pi, et puis de pi et jusqu'à ici, c'est-à-dire de pi, entre 2 pi et 2 pi moins... Donc, on va prendre moins pi 0, et puis je fais un petit décalage donc d'ici à ici, donc de 3 pi, excusez-moi, de pi dans ce sens, c'est-à-dire après je prends l'intervalle moins de pi moins pi moins de pi, et puis je prends l'intervalle moins 4 pi moins pi moins 4 pi. Donc vous voyez, à chaque fois, je prends l'intervalle de 4 pi moins pi, moins de 4 pi moins pi, et moins de k pi. Je prends à chaque fois cet intervalle. Bien sûr, je suis en train d'exploiter le même principe. À chaque fois sur cet intervalle, qu'est-ce que j'ai? J'ai que le cosinus, il va de 1 jusqu'à moins 1, et j'ai que la fonction qui va continuer, qui va descendre, il va traverser la courbe en un point quelconque ici. Donc, voilà j'exprime tout ça mathématiquement. Donc, je vais l'exprimer mathématiquement. Bien sûr, j'avoue que la question est un peu difficile, mais
Il fallait à chaque fois dans les contrôles mettre une question difficile, au moins pour détecter s'il y a des talents. Donc, sur cette suite d'intervalles, moins pi 0, moins 2pi, moins pi, moins 2pi, moins 4pi, moins pi, moins 4pi, moins 2kpi, moins pi, moins 2kpi, avec k appartenant à n, qu'est-ce que j'ai? La première remarque, c'est que ces intervalles sont disjoints. J'ai une infinité d'intervalles qui sont disjoints. D'autre part, f2 moins pi, on va commencer par ça parce que c'est plus facile, f2 moins pi égale à quoi? Elle égale à moins pi sur exponentielle de moins pi moins cosinus de moins pi, qui est égal à moins 1, donc plus 1. Ce nombre est strictement positif. Et f de 0, donc f de moins pi, moins pi plus 1, c'est pourquoi? Parce que c'est petit. Regardez, le x sur exponentielle x, c'est x. Et grand en valeur absolue, c'est quelque chose toujours de petit en valeur absolue, plus petit que 1. Et f de 0, qui est égal à moins 1, est strictement négatif. Donc en utilisant ces deux valeurs, f est continu sur R, en particulier sur l'intervalle moins pi 0. F continue, donc f s'annule sur l'intervalle moins pi 0. De la même manière, je prends f de moins 2pi moins pi. Moins 2pi moins pi. Bien sûr, c'est moins 3pi, mais je veux garder cette formule. Donc moins 2pi moins pi. F de ça, f de cette image, elle est égale à quoi? Égale à moins 3pi, maintenant je l'écris comme ça, sur exponentielle de 3pi, qui est très petit, parce que l'exponentielle, elle monte beaucoup plus rapidement que 3pi. Donc exponentielle 3pi, donc quand je fais le rapport, c'est beaucoup plus petit que 1. C'est beaucoup plus petit que 1. Ça, c'est strictement inférieur en valeur absolue, et beaucoup plus petit que 1. C'est-à-dire que c'est compris entre moins 1 et 1. Donc ça, c'est toujours compris entre moins 1 et 1. En fait, c'est compris entre 0 et moins 1. Donc ça, c'est plus petit que moins 1, que 0, et c'est plus grand que moins 1. Donc ça, le 3pi sur exponentielle, le moins 3pi sur exponentielle, le 3pi moins cosinus. Cosinus de ça, c'est combien? C'est moins 1. Donc de moins 3pi, parce que c'est cosinus, donc c'est cosinus de moins pi finalement. Donc elle est égale à moins 3pi sur exponentielle 3pi, plus, parce que ça c'est moins 1, donc moins 1, plus 1, qui est strictement positif. Et f de, donc j'ai pris cet intervalle, f de moins de pi, qui est égal à moins de pi sur exponentielle de 2pi moins cosinus de moins 2pi. Ceci est égal cosinus de moins 2pi, c'est 1. Parce que cosinus de moins 2pi, c'est cosinus de 2pi, c'est 1, c'est cosinus de 0, donc c'est 1. Donc c'est moins ça, qui est strictement négatif. Donc f change de signe sur l'intervalle, moins 2pi, moins pi, et 2pi sur cet intervalle. La même chose ici, et la même chose ici, quel que soit k. Donc il suffit de mettre ici
puis ici 2k. Donc f de moins 2k pi moins pi, c'est moins 2k moins pi. Finalement, c'est un nombre, on s'en fout, c'est un nombre, un grand nombre. Et ici, c'est exponentielle de 2k pi plus pi. 2k plus 1 pi. Donc, ça, c'est un nombre qui est très précis en valeur absolue. Et ici, moins 2k pi moins pi, cosinus c'est une fonction paire, donc 2k pi moins 2k pi, c'est tout simplement 2k plus 1 pi qui est égal, ce cosinus est égal à moins 1. Donc, je vois plus 1, un nombre très petit, et bien sûr ici il faut remplacer par ça. D'accord, vous aurez compris que ceci va être positif. Et f de moins 2k pi, d'accord, qui est égal à ça, moins quelque chose de positif, va être négatif. Donc la fonction, finalement, qu'est-ce qu'on a démontré? Bien sûr, vous devez, et les mathématiques, ils servent à ça, à prendre une idée et essayer de la réexploiter. Et donc, il serait certainement intéressant de refaire l'exercice. Donc, sur chaque intervalle moins 2k plus 1 pi moins 2k pi, sur chaque intervalle k égale à 0, 1, 2, etc. Sur chaque intervalle, moins 2k plus 1 pi moins 2k pi, f s'annule. Comme on a une infinité d'intervalles, donc ces intervalles, je vais appeler cet intervalle ik. Ces intervalles, ik, sont disjoints. C'est-à-dire que deux intervalles quelconques, ik et ik', n'ont aucun point en commun. Ça veut dire qu'en particulier, les racines, ce n'est pas des racines qui se répètent. Sur chaque intervalle, j'ai au moins une racine, parce que f change de signe sur cet intervalle. Sur chaque intervalle, j'ai une racine. Donc, comme j'ai une infinité d'intervalles qui n'ont aucun point en commun, ça veut dire donc qu'on a une infinité de racines de f sur l'intervalle moins l'infini, parce que tous ces intervalles se trouvent dans moins l'infini, 0. Ce qui répond à la question. Donc, par rapport à ce que nous avons vu, je fais remarquer que la fonction f admet une infinité de racines sans qu'elle ne soit périodique, parce que beaucoup d'étudiants répondaient d'une manière un peu confuse en disant que f est périodique, donc x ici, x étoile les racines, alors x moins 2pi, x étoile moins 2pi est aussi racine. Bien sûr, l'idée n'était pas claire dans leur tête, de toute manière elle est fausse. Mais je tiens quand même à faire remarquer qu'on peut avoir une fonction qui possède une infinité de racines sans qu'elle ne soit périodique. Et la fonction f de x égale à x exponentielle x moins cosinus de x possède une infinité de racines sur moins l'infini 0 et pourtant f n'est pas périodique. Donc après cette petite remarque, on passe à l'exercice suivant. Donc c'est toujours recherche de racines. Cette fois on prend f de x égale à x cos de x moins 2x plus 2x plus 1, x cosinus de x plus 2x plus 1 sur l'intervalle
moins 1, 1. Donc la première question est de montrer que f admet une racine unique sur cet intervalle. On essaye de montrer que f est une fonction strictement croissante, qu'elle est continue et qu'elle change de signe. Strictement croissante pour l'unicité de la racine. Mais on commence par ce qui est simple. F
C'est bon? La question suivante, on nous demande de montrer que l'on peut utiliser pour résoudre f de x égale à x cos de x plus 2x plus 1 égale à 0 pour résoudre cette équation, pour trouver la racine de f. On nous demande de montrer que l'on peut utiliser la fonction g de x égale à moins 1 sur cos de x plus 2 dans le cadre de la méthode de substitution. Pour cela, il suffit de montrer que, donc on doit montrer dans le cadre de la méthode de substitution, on doit montrer que, d'une part, g de x égale à x équivaut à f de x égale à 0, c'est-à-dire que la racine de f est un point fixe de g et aussi un point fixe de g est racine de f, et d'autre part que sur un voisinage, c'est-à-dire sur un intervalle contenant la racine, sur un intervalle, c'est-à-dire sur un intervalle qui contient la racine x étoile, la racine de f, g' de x en valeur absolue du inférieur ou égal à k, qui est plus petit que 1, et sur quel que soit x sur un voisinage, donc quel que soit x dans cet intervalle, k, bien sûr, plus petit que 1, c'est déjà, c'est dans l'expression. Donc la valeur absolue de la dérivée de g est plus petit que k, qui est lui-même plus petit que x, surtout le voisinage. Certains étudiants ont démontré que g' de x est plus petit que 1. Ce n'est pas suffisant, il faut démontrer qu'il existe un cas tel que quel que soit x dans un voisinage de la racine, on est g' de x est inférieur ou égal à k. La première condition est facile à vérifier. F de x égale à 0 équivaut à x cosinus de x plus 2x plus 1 égale à 0, ce qui équivaut à, facilement, on voit que c'est équivaut à x. Donc je divise, donc je prends 1 plus, donc je prends ça, cette partie, donc x cos de x plus 2 égale à moins 1. Donc je prends cette partie, je mets x en facteur et puis je divise x égale à moins 1 sur cos de x plus 2. Donc sur moins 1. Sur moins 1, pourquoi? Parce que sur moins 1, je sais que cosinus, on l'a vu dans la question précédente, on a d'ailleurs cosinus de x est strictement positif. Donc, sur cet intervalle, moins 1, on a vu que cosinus de x est strictement plus grand que cosinus de 1, donc il est strictement positif. Ça veut dire qu'en particulier, cosinus de x plus 2 ne risque pas de s'annuler. De toute manière, même si ce n'est pas positif, le 2 est plus grand que cosinus de x, quel que soit x dans R. Strictement plus grand. Donc, on a vu que, voilà, le f de x égale à 0 équivaut à
à g de x égale à x, parce que g, c'est moins 1 sur cosinus de x plus 2, c'est ce que nous retrouvons ici. Il nous reste la deuxième condition. Est-ce que je peux trouver un intervalle qui contient la racine telle que g' de x soit plus petit que k, qui est plus petit que 1? Nous allons espérer que ceci soit vrai pour tout l'intervalle moins 1, 1. Parce que nous savons que la racine se trouve dans l'intervalle moins 1, 1. Donc, g' de x est égal à moins sinus de x sur cos de x plus 2, le tout au carré. Valeur absolue de g de x, donc voilà, si je fais ça, valeur absolue, c'est valeur absolue de sin de x sur cosinus de x plus 2, le tout au carré. On a fait remarquer ici que le cosinus de x sur l'intervalle moins 1, 1 est strictement positif. Donc, cosinus de x plus 2 au carré est supérieur strictement, puisque cosinus est strictement positif, donc cette quantité est plus grande que 2, donc ça au carré est strictement plus grand que 4. Et puis, sinus de x en valeur absolue, on sait très bien qu'il est inférieur ou égal à 1. Donc, valeur absolue de sinus de x est inférieur ou égal à 1. Tout ça pour dire que g' de x en valeur absolue est inférieur ou égal ici à 1 et ici on met 4. Donc, le cas que nous recherchons, elle est égale à 1 quart et il est plus petit que 1. Donc, quel que soit x appartenant à moins 1, donc on a montré que quel que soit x appartenant à moins 1, g' de x en valeur absolue est plus petit que 1 quart. Donc, g de x égale à moins 1 sur cosinus de x plus 2 peut être utilisé dans le cadre de la méthode de substitution pour trouver la racine de la fonction f. Donc, tout d'abord, pour déterminer, pour trouver le point fixe de g, et ce point fixe de g est égal à la seule racine. Parce qu'on a démontré que f est strictement croissant sur 0,1, donc il a une racine unique. Donc la seule racine de f. C'est bon. Il nous reste. Voilà. Et voilà. Donc une dernière question. C'est bon. Donc, il nous reste le dernier exercice. Nous allons construire le polynôme d'interpolation en utilisant les xi égale donc à moins 3, moins 1, 0, 1 et 3, yi égale 1,5, 3,5, 5,2, 3,5, 1,5. Donc le polynôme d'interpolation de Lagrange est obtenu en calculant les LI de x d'une manière générale, puisque ici I va aller dans 0, 1, 2, 3, 4. Donc c'est
Donc c'est x moins x0 pour bien dire oui. Donc je vais donner la formule globale. X. Non, je préfère. Donc x moins x0, x moins x1, x moins x2, x moins x3, x moins x4 sur x 0 moins x1, x0 moins x2, x0 moins x3, x0 moins x4. Et le L1 de x, il est égal à x moins x0, x moins x2, x moins x3, x moins x4, le tout divisé par x1 moins x0, x1 moins x2, x1 moins x3, x1 moins x4. Bien sûr, il faut remplacer ici x0 par moins 3, x1 par moins 1, x2 par 0, x3 par 1 et x4 par 3. Et il faut développer. Ça demande un peu de calcul, ça demande beaucoup de concentration. Et on trouve à la fin P égale à 0,161 x4 moins 1,161 x carré plus 5,2 P8 Nominal. D'accord. On peut remarquer, que les données sont symétriques par rapport à l'axe des x. On a pris moins 3, on a pris moins 1, on a pris 0, et puis on a donné un moins 3,5, la même chose pour 3, et puis 3,5 à moins 1, la même chose pour 1, et puis 5. Et puis le terme constant, ça aussi, il est facile à voir parce que c'est P de 0. P de 0, ça doit forcément être égal au terme constant. Donc c'est des choses que, quand je calcule le polynôme d'interpolation de Lagrange, c'est des choses qui me permettent de vérifier que mes calculs sont corrects. Beaucoup d'étudiants ont commis beaucoup d'erreurs dans le calcul du polynôme. Donc la courbe de ce polynôme, déjà, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 8. Donc l'image de 0 est là. Pour faire la même chose ici. Donc 1, 2, 3, puis moins 1, moins 2, moins 3. Je fais une petite étude de la fonction, du polynôme, et je peux tracer donc, la courbe de f. Mais certains étudiants ont tracé des courbes un peu bizarres. Par exemple, des courbes linéaires ou par segment ou qui tendent vers moins l'infini. Tout ça, c'est pas valable. Parce que le x4, lorsque x tend vers l'infini, parce que x tend vers plus l'infini, c'est très bien que ça va tendre vers plus l'infini. Donc la fonction, quelque part, il va aller vers l'infini. Ici, bien sûr, il doit descendre. Donc, Nous allons maintenant utiliser la formule de Newton pour retrouver le polynôme d'interpolation. Pour cela, nous allons donc utiliser les formules de différence successives. Cela nous donne le tableau suivant. On retrouve ainsi le polynôme d'interpolation à l'aide de la formule. Et en développant,
on retrouve le polynôme d'interpolation de Lagrange.